Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je voudrais tester quelque chose de nouveau. Vous savez, quand je publie une vidéo j'ai souvent des centaines de commentaires et je dois vous avouer que je ne sais pas trop quoi en faire. Les commentaires de soutien me font plaisir, il y a parfois des insultes, c'est désagréable mais on s'habitue, et puis il y a également des gens qui écrivent des tartines pour m'expliquer à quel point je fais n'importe quoi et à quel point j'ai tort. Et d'un côté ça pourrait être intéressant de répondre parce que comme tout le monde je n'ai pas l'impression d'avoir tort, mais je n'ai pas un temps infini et YouTube ce n'est qu'une partie de mon activité professionnelle et une partie encore plus petite de ma vie. Et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'intégrer vos commentaires dans un nouveau format, quelque chose comme un service après-vente des émissions, et en prenant l'habitude de lire et de répondre à certains de vos commentaires, ça pourrait nous permettre d'échanger plus régulièrement et ça pourrait me permettre de faire des recherches complémentaires pour augmenter la valeur que vous trouvez sur cette chaîne. On va commencer fort parce que ma dernière vidéo était une vidéo sur Poutine, et qui dit vidéo sur Poutine dit beaucoup de commentaires et dit également commentaires d'un certain genre. Alors le point avec lequel je voudrais commencer ce format, c'est en regardant un petit peu au tableau de bord parce que il faut qu'on aborde cette question des trolls. Est-ce qu'il y a véritablement des usines à trolls russes? On va mener l'enquête. Je vais commencer par vous montrer certaines choses factuelles. Toutes les fois que j'ai fait des vidéos sur Poutine, et donc quand je fais des vidéos sur Poutine, de la même manière que quand je fais des vidéos sur n'importe qui, ce ne sont pas des vidéos d'éloge. C'est-à-dire que j'ai une certaine distance critique, je raisonne en termes de stratégie. Est-ce que les stratégies utilisées sont efficaces ou non? Donc il y a cette distance critique qui fait que ce n'est pas le contenu qui circule habituellement sur Poutine. Et donc quand vous regardez au niveau du nombre de dislikes, la moyenne de likes, dislikes sur ma chaîne, je crois que c'est aux alentours de 95%, j'ai 95% de likes, et quand vous voyez la vidéo sur Poutine, vous avez beaucoup plus de dislikes, et c'est un phénomène que j'ai observé dès la première vidéo que j'ai faite sur Poutine, et je vous la remontrerai parce que c'est rigolo pour l'histoire. L'autre chose que vous pouvez remarquer, c'est le nombre de commentaires. Cette vidéo a fait 2 fois plus de vues que la vidéo sur Poutine, mais la vidéo sur Poutine a 2 fois plus de commentaires, et il faut vous dire que sur les commentaires, j'en ai supprimé des centaines, qui relevaient purement et simplement de l'insulte et de la propagande. Donc il y a quand même autour des vidéos sur Poutine un certain phénomène exceptionnel. Et ça, comme je vous le disais, je m'en suis rendu compte dès la première vidéo où j'ai abordé Poutine. On était au 1er janvier 2019. À l'époque, j'étais en Russie et j'avais fait une vidéo où je comparais les vœux de Poutine et les vœux de Macron, et c'est pareil en fait, c'est vraiment une vidéo de pure rhétorique, et ce qui m'intéressait c'était de comparer l'éthos des deux présidents. Côté Macron, vous aviez quelqu'un qui avait à cœur de montrer qu'il était redevable, qu'il était notre employé, donc ça veut dire que c'est des vœux du type voilà ce que j'ai essayé de faire, je vais me battre pour vous, voilà ce que je vais continuer à faire. C'est pas spécifique à Macron, hein. Tous les présidents dans une démocratie, quand ils prennent la parole en public, c'est pour rendre des comptes. Et là, commencez pas à dire oui mais entre les discours et la réalité, je sais. Le point c'est que au niveau du style, quand vous comparez les vœux d'un président en démocratie avec les vœux d'un président dans un régime autoritaire, eh bien ce qui est drôle c'est que Poutine parle du privé, Poutine parle de l'intime, c'est-à-dire qu'il fait une vidéo pour expliquer ce soir vous êtes auprès du feu avec votre famille, pensez à embrasser vos grands-parents, pensez à dire aux personnes que vous aimez que vous les aimez. Il se prend véritablement comme le père de la nation. Ne commencez pas à me dire non plus oui mais c'est la preuve que c'est un président qui aime ses sujets comme ses enfants, etc. C'est pas le point. Tout ce que je dis, c'est que j'avais fait une vidéo de comparaison des styles des vœux dans une démocratie versus le style des vœux dans un régime autoritaire, et c'était très intéressant que du côté Poutine, vous aviez une représentation tout à fait organique de la fonction présidentielle, et donc c'est la première fois que j'ai été confronté à ce genre de phénomène, à savoir masse de dislikes. À l'époque, ça m'avait surpris, hein. Déjà, la vidéo avait plutôt mieux marché que les vidéos que je faisais d'habitude. Il y avait eu un petit pic comme ça où la vidéo avait rapidement dépassé les 10 000 vues puis les 20 000 vues. À l'époque c'était très élevé pour ma chaîne. Au niveau de la réaction de l'audience, c'est pareil, plus de 20% de dislikes, et au début j'étais à plus de 60% de dislikes parce que j'avais eu comme ça un raz-de-marée de gens qui venaient disliker et poser des commentaires pro-Poutine. Et ce qui était intéressant, c'est que j'avais aussi beaucoup de commentaires du type je suis déçu, je me désabonne. Ça correspondait pas aux chiffres que j'avais, parce qu'en termes de nombre d'abonnés, c'est pareil, j'ai gagné beaucoup d'abonnés très rapidement avec cette vidéo, et c'était beaucoup de gagner plusieurs dizaines d'abonnés sur ma chaîne à l'époque, donc il y avait véritablement une stratégie pour discréditer ma vidéo et pour essayer de nuire à cette vidéo. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a quelque chose d'assez étonnant qui se passe quand on fait des vidéos sur Poutine, et donc c'est assez compliqué quand on aborde la section commentaires
commentaire d'une vidéo comme celle-là, je me retrouve avec des commentaires du type « Vive la grande Russie, que les Occidentaux et les États-Unis, avec leur arrogance, mépris, veulent démembrer la Russie par pure jalousie et hypocrisie, la Russie va battre l'OTAN », bah je me dis « Bon, d'accord, merci d'être venu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est véritablement une personne ?» Et ça peut l'être parce que vous avez des gens qui ont été authentiquement convaincus par le soft power russe, et puis par ailleurs vous avez des gens qui ont authentiquement de bonnes raisons de détester nos gouvernements actuels. Ça me paraît normal que Poutine soit populaire auprès d'une partie de la population, mais on a quand même quelque chose qui ressemble à une campagne pour faire pression sur cette vidéo. Je vous propose donc de me lancer dans une première phase de recherche, parce que j'ai jamais creusé le sujet, et j'aimerais regarder un petit peu plus précisément l'état du savoir sur les fermes à trolls russes. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Est-ce que ça correspond à une réalité? Et une fois qu'on aura fait cette enquête, eh bien on va répondre à certains commentaires. Bien, je vais vous faire un compte-rendu de mes recherches. En fait, c'est passionnant, c'est un tunnel, cette histoire de soft power et de propagande russe, donc je pense que ça mériterait un épisode. Dites-moi si ça vous intéresse, mais je vais peut-être faire un épisode sur les nouvelles techniques de propagande à l'heure des bots et des réseaux sociaux, parce que vous avez des articles académiques avec des outils de méthode sérieuses, quantitatives, pour distinguer ce qu'est un faux compte d'un vrai compte, etc. Donc c'est un sujet passionnant. J'en profite pour anticiper un commentaire que je vais évidemment avoir, c'est « Mais tu devrais t'intéresser à la propagande des pays occidentaux, intéresse-toi à la propagande d'Emmanuel Macron ». Alors déjà c'est une diversion, hein, quand on est en train de parler d'un sujet et que les autres vous disent « Intéresse-toi plutôt à ça », bah non, moi ce qui m'intéresse c'est ça, donc si tu as quelque chose à répondre sur ce sujet, tu peux répondre sur ce sujet, mais me dis pas de faire des recherches dans une autre direction. Mais je vais quand même répondre directement à ce point. En fait, il faut vous dire que la propagande dans une démocratie est d'une autre nature que la propagande en Russie. Évidemment que vous avez une parole officielle en France qui vise à légitimer l'action du gouvernement. Évidemment que vous avez un certain niveau de pression pour maintenir une majorité de l'opinion favorable au soutien à la guerre en Ukraine, ce qui n'est pas du tout gagné. Ça peut être débattu. On a des problèmes aussi en France. Soutenir militairement un autre pays, c'est quelque chose qui coûte très cher. L'issue est tout à fait incertaine, donc il peut y avoir un vrai débat. Évidemment que vous avez un discours officiel, et évidemment que vous avez un travail pour que cette parole soit relayée dans les médias et soit partagée par un maximum de personnes au sein de la classe politique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette parole officielle intervient dans un espace public où elle pourra être discutée, décryptée, réfutée avec un certain degré de liberté. Vous pouvez dire à peu près n'importe quoi sur Emmanuel Macron, vous pouvez dire à peu près n'importe quoi sur les dires et sur les actes du gouvernement, et même sans dire n'importe quoi, vous avez de véritables opposants en France qui sont là pour critiquer le président, et pour une très bonne raison, c'est qu'ils ont bon espoir de le remplacer. Vous avez un jeu politique en France qui est ce qu'il est, mais vous pouvez effectivement vous retrouver au pouvoir avec des gens qui ont des idéologies et qui mèneront des politiques assez différentes. Et pour que vous vous rendiez bien compte du fait que c'est pas le même genre de situation, il y a un événement assez récent dont on n'a pas trop parlé en France, mais vous savez, vous allez avoir les élections en Russie pour réélire Vladimir Poutine. Leur objectif, c'est d'obtenir plus de 80% des voix avec un taux de participation de plus de 60%, et pour ce faire, ils se sont assurés qu'il n'y aura pas d'opposants sérieux. Il y avait une seule personne dans la course qui avait une parole différente de celle du gouvernement, Boris Nadezhdin, qui était un opposant à la guerre. Et il se trouve que pour pouvoir vous présenter aux élections russes, vous devez récolter 100 000 signatures. Et au début, le Kremlin, assez sûr de lui, l'a laissé partir en campagne pour qu'il puisse récolter des signatures. Mais ils se sont retrouvés avec tellement de gens qui voulaient signer pour soutenir cette personnalité opposée à la guerre, parce qu'il faut vous dire que la guerre, c'est pas juste un truc romantique du type « oui, on va dénazifier l'Ukraine, etc. » Vous avez concrètement des familles qui ont été déchirées parce qu'on a pris leurs enfants et on les a envoyés à la guerre. Il y a 350 000 jeunes hommes qui ont été envoyés à la mort, donc ça fait quand même des fractures au sein d'une société. Donc évidemment qu'une personne qui vient pour vous dire « non mais on va peut-être arrêter les frais » est soutenue. Et avec des manipulations dont on a le secret dans ce genre de régime, la candidature de Boris Nadezhdin a été invalidée. Ils se sont débrouillés pour exclure tout un tas de signataires. C'est facile, hein, il suffit de dire « ah tiens, là j'arrive pas bien à lire, je sais pas si c'est un E ou si c'est un O, donc je supprime, c'est invalide ». Ils se sont débrouillés pour trouver plus de 15% de soutien qui était invalide. Et si vous dépassez le seuil de 15% de faux signataires ou de signatures invalidées, votre candidature est rejetée. Donc Vladimir Poutine sera réélu comme d'habitude, sans opposition. Mais bref, tout ça pour dire que quand on parle de propagande en Occident
quand on parle de propagande en France. C'est une propagande qui est d'autant moins efficace qu'elle intervient dans un espace public qui est relativement libre et pluriel. Et par ailleurs, il y a un autre aspect qui est très important, c'est que la propagande occidentale vis-à-vis des populations russes est aussi extrêmement limitée, parce que la capacité pour une source d'information étrangère à pénétrer la Russie, c'est hyper limité, c'est hyper compliqué. Quand j'étais encore en Russie, je devais par exemple utiliser un VPN pour me connecter sur LinkedIn, et donc dites-vous que la plupart des gens qui savent pas forcément comment on utilise un VPN, ils n'ont pas accès à LinkedIn. Et là on parle d'une époque où le régime était hyper tendre. Aujourd'hui vous n'avez plus accès aux réseaux sociaux occidentaux, vous n'avez plus accès aux médias occidentaux, donc on peut très bien s'amuser à essayer de faire du soft power occidental en Russie. D'une part vous aurez beaucoup de mal à le faire, puis d'autre part ça change rien. Imaginez vous arrivez à changer l'opinion des Russes, ça va changer quoi? De toute façon les élections ne sont pas libres, donc c'est pas la même idée. Alors que le Kremlin a tout à fait intérêt à faire du soft power en Occident, parce que là vous avez des véritables élections, là ça peut avoir un impact si vous êtes capable de retourner l'opinion, et ils interviennent donc très efficacement. Toutes les fois que vous avez une crise, ils vont en profiter pour jeter de l'huile sur le feu et pour pouvoir déstabiliser les gouvernements en place. Et donc ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, parce que c'est un sujet qui est tout à fait intéressant, ce sujet de l'efficacité de la propagande étrangère dans des démocraties. Ceci dit, comment est organisée la propagande russe vis-à-vis de l'Occident? Alors vous avez d'abord ces usines à trolls, là, c'est des images que vous avez sans doute déjà vues. Ça c'est un bâtiment qui est à Saint-Pétersbourg, parce que ça c'est un cas avéré d'usine à trolls. Mais ce qui est intéressant, c'est que à la base, les usines à trolls, elles étaient développées pour la propagande interne. L'objectif ça a été d'abord de lutter contre l'opposition à l'époque où vous aviez une opposition. Dès que vous aviez une manifestation d'opposition, immédiatement vous aviez des tonnes de comptes qui étaient créés pour salir les opposants et pour célébrer l'action du gouvernement. Et là-dessus, sur la manière dont la propagande 2.0 s'est organisée à l'intérieur, vous avez des articles qui sont intéressants, qui ont véritablement mené l'enquête pour ajouter une dimension quantitative aux témoignages qu'on a pu récolter au sein d'employés de ces usines à troll. La question évidemment c'est comment cette propagande s'organise au sein de l'Occident. Vous avez une première dimension de ça qui a été identifiée dans une petite étude du secrétariat de la défense et de la sécurité nationale, donc c'est un organisme du gouvernement. Ils ont identifié un réseau qu'ils ont joliment appelé Portal Combat. Ils ont de l'humour, ils montrent comment ça fonctionne en identifiant la date de création de certains sites, leur adresse IP, la manière dont les différents sites sont construits, donc comment c'est possible de multiplier des sites dans différents pays, sites qui visent à produire et à dupliquer du contenu pro-russe en masse et ensuite à le diffuser sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez, on sait un petit peu d'où vient la matière de la propagande, mais après pour savoir qui la diffuse et comment, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Et si on en revient aux commentaires sous ma vidéo, ben moi je suis absolument incapable de savoir quelle est la part de gens qui, de bonne foi, ont assimilé et digéré le soft power russe, et puis quelle est la part de faux comptes, quelle est la part de trolls. C'est absolument impossible de le dire malheureusement, mais en tout cas c'est probable qu'on ait ce type d'architecture. Vous avez d'abord des gens qui sont chargés de produire des sites qui vont générer du contenu, et ensuite ce contenu va être diffusé soit par de véritables petits agents détachés du ministère de la propagande, soit par des influenceurs qui le diffusent en toute bonne foi. Ça a été vu plein de fois, hein. Vous avez Donald Trump qui pendant la campagne a diffusé des fake news qui venaient de Russie. Puis à côté de ça, encore une fois, vous avez plein de citoyens qui, de bonne foi, détestent leur gouvernement et qui donc sont tout à fait susceptibles de partager la Pravda 2.0. Je vous propose qu'on ferme ce chapitre des recherches maintenant pour passer à la lecture et à la réponse de certains des commentaires. Mais dites-moi si ça vous intéresse, mais je me ferais bien une enquête approfondie sur ces nouvelles techniques de propagande pour voir jusqu'où on peut aller. Alors ça c'est un commentaire que j'ai eu beaucoup, ça c'est sûr que toi tu ne retournes le cerveau à personne sur cette vidéo. Bon c'est vrai, le titre était un peu taquin, comment Poutine vous retourne le cerveau, mais c'est quand même le sujet, hein. Faut se rappeler qu'on parle d'une interview. Pourquoi Poutine a intérêt à accorder un entretien à un journaliste occidental? Parce qu'après tout il pourrait s'en ficher, il pourrait se dire bah moi je règle ça sur le terrain, je suis un homme pragmatique. Non, Poutine a besoin de nous parler, il a besoin de s'adresser aux opinions occidentales parce qu'il sait
est que plus il affaiblit le consensus autour du soutien à l'Ukraine, plus il a de chances de gagner la guerre. Donc je trouvais que le titre était descriptif, même si effectivement il est taquin. Alors après, merci de m'accorder le pouvoir de retourner le cerveau, mais je pense que tu m'accordes trop de pouvoir. Mon discours, comme tous les autres discours, arrive dans des réseaux sociaux libres, donc il peut être critiqué, détourné, commenté. Par ailleurs, oui, évidemment, je pense que là-dedans, il y a quand même un enjeu de société autoritaire versus société démocratique, et je suis résolument du côté des démocraties. Ça, c'est ma sensibilité, mais j'ai pas un objectif de diffusion de valeur avec mes vidéos. Mon objectif premier, dans cette vidéo comme dans toutes mes vidéos, c'est que vous puissiez avoir une réflexion sur ce qui fait l'efficacité d'un discours pour que vous puissiez plus efficacement porter vos idées et vos projets. Alors souvent, il y a des gens qui utilisent le message épinglé sous mes vidéos pour pouvoir faire plus efficacement passer leur message. Tucker, 200 millions de vues, toi seulement 2500. Bah oui, écoutez... on fait ce qu'on peut, mais je prends la critique. Effectivement, Tucker Carlson a plus d'exposition que moi, et l'efficacité est pour moi un critère. Je n'ai pas d'excuses, et je vais me remettre en question pour essayer de le battre. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, j'ai eu beaucoup de choses de ce genre-là. Très décevant, faut taffer tes sources ailleurs que sur Wikipédia. Donc ça, c'est une manière de discréditer le discours sans même avoir à le discuter. Wikipédia, c'est un outil génial. Évidemment que vous avez des guerres d'édition sur Wikipédia, si bien que vous allez avoir une orientation politique sur certains sujets. D'ailleurs, le Kremlin l'a bien compris et a participé aux guerres d'édition sur Wikipédia. Vous trouverez des articles là-dessus assez facilement si vous faites vos recherches. Mais néanmoins, ce qui est très intéressant avec Wikipédia, c'est que ça vous donne un résumé, ça vous donne des sources, et en cela, c'est un excellent point de départ. Et si tu regardes ma vidéo, justement, je prends une distance par rapport à Wikipédia, parce que les deux premiers paragraphes insistent lourdement sur le fait que Tucker Carlson, il est de droite, et pour moi, ce genre d'étiquette est tout à fait insuffisant pour se faire une idée d'un personnage. Par contre, grâce à la page Wikipédia, j'ai pu voir qu'il avait écrit des livres, je suis allé consulter ces livres pour me faire une idée, donc Wikipédia, c'est un excellent point de départ pour les recherches. Je pense que la plupart des gens l'ont compris. Ce qui compte, c'est toujours de croiser les sources, mais heureusement que nous avons un outil comme Wikipédia. S'il n'y avait que lui qui retournait la tête des peuples, n'est-ce pas? Donc ça, on est un petit peu dans la même gamme. Est-ce que l'Occident collectif accepte les voix contradictoires? Dans une certaine mesure, tu as en Occident certaines limites à la liberté d'expression, et tu peux toujours jouer avec ces limites pour contribuer à la diffusion d'une parole plus ou moins officielle, mais tu es quand même libre de dire et de faire beaucoup de choses en Occident, surtout en comparaison d'un régime autoritaire comme la Russie, et certains de leurs alliés d'ailleurs. Et j'ajoute que pour le coup, cette notion d'Occident collectif, c'est un concept qui a été développé par les idéologues de Vladimir Poutine, et donc l'objectif évidemment c'est d'instaurer de la division au sein du camp occidental, en s'adressant à chaque fois au peuple d'un pays particulier, en leur disant « Regardez, vos dirigeants ne défendent pas les intérêts de votre peuple, ils défendent les intérêts d'un Occident collectif, parce que l'intérêt de Vladimir Poutine c'est de diviser pour mieux régner, et un Occident uni c'est un problème pour lui, l'Union européenne c'est un problème pour lui, d'où cet élément de propagande. Ce que vous reprochez à Poutine peut être aussi reproché aux Occidentaux et aux Anglo-Saxons, oui, dans une certaine mesure, mais seulement dans une certaine mesure. Par ailleurs, il s'agit d'une diversion, il semble que vous ayez un raisonnement partisan, d'accord. Avec Tucker Carlson, une partie des Américains pourra entendre ce que Poutine reproche à l'Occident, tout à fait, et il peut le faire, car l'Occident est libre et on tolère les voix divergentes, donc il y a une petite contradiction dans ton reproche, il faut lui reconnaître ce mérite. Je ne sais pas si c'est un mérite, quel que soit le journaliste qui va interviewer Poutine, vous trouverez toujours à redire, c'est dommage. Non mais c'est un point très important, quand j'ai construit cette vidéo, j'ai formulé mes hypothèses avant de consulter la vidéo, et ce que j'ai dit très clairement, c'est que Carlson aurait une opportunité incroyable de faire un véritable travail de journaliste, et on pourra mesurer son travail de journaliste à l'aune de sa capacité à mettre à l'épreuve le récit de Vladimir Poutine. Il a essayé un tout petit peu, il s'est fait recadrer assez rapidement, j'ai mis tout ça en avant dans la vidéo, donc je considère que la critique n'est pas légitime. Alors, au-delà du décryptage de cette interview, avez-vous pris la peine de vérifier si son récit était vrai
ou faux. C'est un peu le problème des récits, les récits historiques qui sont utilisés en politique. On est vraiment à la croisée de ce qui serait un discours factuel et de ce qui est un discours qui vise à créer un narratif et à créer une mythologie. Pour moi, l'objet principal de la vidéo n'était pas de faire du fact-checking, mais de regarder, comme dans la plupart de mes vidéos, ceux qui contribuent à l'efficacité de son récit. Mais oui, il y a un moment dans la vidéo où je fais ce que le journaliste aurait dû faire, à savoir réfuter ce récit selon lequel l'Ukraine est une construction artificielle, le processus de création d'une nation est un processus artificiel. Donc arriver aujourd'hui et dire en fait regarde, je peux révéler que à tel moment de l'histoire il y a eu une volonté politique d'influer un sentiment national, donc ta nation n'existe pas et je peux t'envahir. Pour moi, c'est un argument fallacieux, et c'est pour ça que je suis intervenu. Je vous suis depuis des années, mais c'est la première fois que je pense que vous vous trompez sur cette analyse. Je reçois très régulièrement des choses comme ça. Je vous suis depuis des années, mais je pense que cette fois, vous vous trompez. Ça vient précisément du fait que j'essaie d'être tout à fait libre dans la manière dont je traite les sujets. Je ne cherche pas à aller dans le sens de mon public, et il y a certaines personnes qui me suivent pour de mauvaises raisons, en se disant, tiens, je sens qu'il va confirmer mes croyances, et puis du jour au lendemain, je prends un angle qui va à l'opposé de leurs croyances, et donc ils sont déçus. Maintenant, tu devrais être content de suivre quelqu'un qui, de temps en temps, va à l'encontre de ce que tu considères comme évident. Je pense qu'en essayant de vous montrer impartial, vous avez d'emblée étiqueté ces propos comme propagande, qui ne fait pas de propagande après tout. Tu peux pas à la fois me dire tu ne dois pas critiquer le propos de Poutine comme étant de la propagande car ce n'est pas de la propagande, et me dire oh mais d'un autre côté tout le monde fait de la propagande donc est-ce que c'est si grave? C'est un petit millefeuille argumentatif. Et donc oui, j'étiquette ces propos comme de la propagande parce qu'une interview sans contradicteur dans un contexte de guerre, c'est de la propagande de guerre. Considérer le point d'ancrage du discours occidental par opposition aux propagandes russes basées sur une histoire de 1000 ans. Ouais mais d'accord, mais ma vidéo portait là-dessus. Un jour je pourrais tout à fait décider de faire une vidéo sur la propagande occidentale. Mais donc si tu as de bonnes raisons de penser que le discours de Poutine ne relève pas de la propagande, tu peux le démontrer. Tu peux tout à fait me reprocher de ne pas avoir traité le sujet que tu voulais et de ne pas l'avoir traité comme tu le voulais. C'est à ça que sert la section commentaires. Mais ma foi, je fais bien ce que je veux. Alors c'est marrant, Macron utilise les mêmes stratégies que Poutine, il refuse d'un journaliste qui pourrait le mettre en difficulté et autorise uniquement les brosses à reluire. Je ne fais pas de signe égal, je souligne que quand on veut maîtriser sa communication et qu'on a du pouvoir, on choisit qui est autorisé à poser les questions. Mais le point c'est que même si Macron va avoir effectivement sa stratégie de communication, il va faire tout ce qu'il peut pour être dans les meilleures circonstances possibles, le système médiatique français a toute la latitude pour le critiquer, donc c'est pas les mêmes stratégies, parce que les stratégies de Poutine, c'est pas seulement de refuser les interviews avec de vrais journalistes, il refuse également les débats. Macron n'a pas refusé les débats présidentiels, Poutine a systématiquement refusé les débats, et par ailleurs, Poutine met au pas, emprisonne les médias. Enfin quand même, quand j'étais en Russie, vous aviez des médias d'opposition, vous aviez Dost, vous aviez également certains opposants politiques. Aujourd'hui, c'est niet. Donc même si tu dis que tu ne fais pas de signe égal, tu le sous-entends et ton commentaire a été beaucoup liké parce que tu le sous-entends et je pense que c'est toi qui es dans le faux. 9000 vues pour toi et 1 milliard pour Tucker, les chiffres sont de plus en plus impressionnants. Vous avez aussi bien sûr des commentaires de pure propagande, j'en ai viré pas mal, hein, mais c'est vive le grand Vlad, un vrai homme d'État, etc. Et bien sûr vous avez également plein de commentaires sympathiques, continuez à mettre des commentaires sympathiques parce que ça me motive, bien expliqué. Les intérêts de chacun sont bien exposés. Pour la partie rhétorique, il faut en effet la capacité technique pour comprendre le jeu, mais on se doute que Poutine ne va pas s'exposer face à quelqu'un qui pourrait le mettre en difficulté. Je ne suis pas certain que cette interview puisse toucher beaucoup de personnes en dehors du cercle de ceux qui sont déjà convaincus par la nécessité de cette guerre. C'est très intéressant de voir les recherches en amont. Ton nouveau format permet un niveau de profondeur supplémentaire dans notre approche pédagogique de la rhétorique avec des pistes pour notre propre structure de recherche. C'est génial, merci pour ton travail. Merci
merci pour de l'analyse, c'était super. Donc j'ai continué de vous proposer des analyses rhétoriques en ouvrant un petit peu la phase de recherche, car je trouve également cette dimension enquête très intéressante. N'hésitez pas à me soutenir en commentant, en aimant cette vidéo et en vous abonnant. Je vais faire un live sur la chaîne secondaire, je pense mercredi soir, pour vous présenter ce que je considère être les règles d'or de la dialectique, règles que j'ai identifiées à force d'analyser des débats, mais également en pratiquant la dialectique dans le cadre du format que vous connaissez peut-être, le format qui s'appelle le drama productif et que vous avez également sur la chaîne secondaire. Donc rendez-vous mercredi en live pour que je vous présente les règles de la dialectique et pour qu'on puisse échanger autour de ces règles. Par ailleurs, si vous voulez plus de contenu sur la rhétorique, ça se passe dans mon cercle des orateurs. Je vais envoyer le prochain article ce vendredi. Donc si vous avez envie de mettre la rhétorique enfin au service de la diffusion de vos idées, de vos projets, de vos produits, eh bien vous mettez votre mail ici et vous commencez à recevoir des articles pleins de valeur. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.